Tout d'abord, merci pour cette intervention. C'est vrai que c'était une vision du sport. Mais je voulais revenir sur quelques points sur les Jeux Olympiques. On t'a pas parlé des tout ce qui était les handicapés qui faisaient du sport. Qu'est-ce que tu en penses, sachant que ça peut leur en profiter, surtout en termes d'infrastructure, parce que ce qui s'est passé à Londres, en fait, c'est que Londres était très mal équipé pour eux. Et ça a doublé la note à cause plus ou moins de cette obligation de faire dans des sports, quoi. Parce que il y a deux choses. Je peux parler sur le micro ou... Non? Oui. Ouais. Je vois deux choses. D'abord, c'est toujours difficile de faire la critique du sport, du sport pour les handicapés, pour les personnes qui sont handicapées, parce que c'est comme s'élever contre les télétons, ça marche assez mal, quoi. Mais ce que je vois, c'est que les personnes... Le téléthon, souvent, ils naissent avec. Oui, oui. Les handicapés, ils peuvent, suite à un accident, être handicapés et pouvoir, grâce au sport, aller... Oui. Alors, d'abord, je trouve ça terrible, je trouve ça redoublant que les handicapés doivent en passer par la production de performances pour être intégrés dans notre monde. Parce que finalement, qu'est-ce qui exclut les personnes en situation de handicap la plupart du temps? C'est la compétition, c'est le rapport à la norme. C'est parce qu'on n'est pas dans la norme qu'on est handicapé. Le handicap, c'est un déplacement par rapport à la norme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait du sport? On se normalise, en fait. On veut montrer au monde entier qu'on est normal, on peut faire du sport, on peut courir, on peut sauter, on peut même battre des records et on peut être performant. Alors que la performance et la compétition, c'est précisément un facteur d'exclusion. Donc je trouve ça un peu illusoire, en fait, cette idée qu'on va s'émanciper par le sport pour les handicapés. Puis il y a quelque chose, par contre, que je trouve plus intéressant. C'est le fait qu'en fait, les sportifs tendent tous vers une certaine... Ils sont tous sur une certaine déviance par rapport à la norme. Les sportifs, ils sont un peu handicapés, en fait. Et d'ailleurs, plus ça va, et plus ils ont besoin de prothèses. Ils ont besoin de toutes sortes de prothèses, les sportifs. Des prothèses chimiques, des prothèses psychologiques, des prothèses, j'entends, des doubles, des soutiens. Les sportifs qui ont une pratique intensive, ils ont leur double nutritionniste, ils ont leur double préparateur physique, ils ont leur double préparateur mental, quelque part, on s'entoure d'un tas de prothèses, en fait, parce qu'on n'est plus en mesure, on est tellement spécialisé qu'on n'est plus en mesure d'être autonome. Et je pense que le sport est un des vecteurs les plus avancés du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est essayer de fabriquer un homme cyborg. On parle des puces sous-cutanées. On parle de dopage génétique aujourd'hui. D'ailleurs, il existe des choses... Le sportif, il ne vit pas sans ses prothèses chimiques. Je pense à un bouquin drôlement chouette, c'est glauque, mais drôlement intéressant, de ce coureur de Cofidis. Mais il est tard et j'ai oublié son nom. Vous allez m'aider. Alors, il y a Erwan Manteour qui dit des choses intéressantes aussi. Ça a été le premier, effectivement, dans Secret des fonds, c'est-à-dire des choses intéressantes à lever le voile. Mais non, ce coureur de Cofidis, il a été confondu plusieurs années après, et il dit des choses très intéressantes sur ce qui mène au dopage. Il dit, moi, j'ai tout avoué, un jour, j'ai été arrêté par la brigade, et puis, en fait, j'ai bousillé ma vie, en fait.
Je me suis rendu compte que ça fallait dire stop, que ma vie était un champ de ruines. J'avais bousillé ma vie familiale, ma vie personnelle. Mais pas seulement parce que j'avais pris des substances dopantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre tout le processus qui mène là. Et en fait, le processus qui mène là, c'est que déjà, bien avant de passer au dopage, il se réveillait le matin, il avalait quelques dizaines de pilules. Ouais, parce que le sportif qui a une telle pratique intensive, il ne peut pas se passer de son complément, du complément en vitamines, du complément en fer, etc. Et il raconte que, bon, en fait, il y a une banalisation. Ça devient normal. Ça devient normal de prendre des produits. De toute façon, ce n'est pas des produits interdits. Puis après, ça devient normal de se percer la peau. Parce que c'est plus efficace de se mettre ces produits-là en injection. Il dit en fait c'est ça le plus compliqué. Une fois qu'on s'est percé la peau une fois, après peu importe ce qu'il y a dans la seringue. Donc le sportif il vit avec ces prothèses-là. Et le cas de cet athlète Pistorius, qui court, qui se bat pour courir chez les valides avec ses prothèses, je trouve ça très intéressant. Il nous montre ce que sera le sport demain. C'est qu'à un moment donné, la machine humaine l'a dépassé, aller au-delà de soi, etc. C'est que votre corps est obsolète, en fait. On est en train de montrer, les sportifs sont en train de montrer, et peut-être que les sportifs handicapés sont en train de montrer que le corps qu'on a pour vivre, notre corps vivant, est obsolète. Superflu, en fait. Est-ce que le sport, finalement, il n'est pas pourri par l'argent? En fait, ma réflexion, c'était plutôt les sports méconnus qui n'ont pas encore finalement l'argent, sont plutôt sains, entre guillemets. Et le foot, comme tu as souvent cité, qui est un sport pourri par l'argent, vraiment, les foules sont, les fans ou les foules sont complètement, on va dire, agressifs. Ouais, Est-ce que c'est là le cap qui se passe à partir du moment où, c'est une des raisons qu'on évoque les souvent. Les médias, où l'argent vient prendre le sport. On évoque souvent deux choses. On dit souvent la spectacularisation, les médias, etc., la télé, puis l'argent. Et en fait, ce sont souvent deux arguments qui sont présentés pour dire l'instant d'après, finalement, ce sont des épiphénomènes, ce sont des dérives du sport. Et si ce sont des dérives du sport, ça veut dire qu'au fond, le sport est bon. Alors ça, c'est pas du tout ce que je crois. C'est pas du tout ce que je crois. Et je pense pas que le sport soit pourri par l'argent. Je pense que le système sportif fonctionne sur le même modèle que le système économique. Je parlais d'abstraction tout à l'heure. Je disais le sportif. Finalement, ce que j'expliquais, c'est un système d'aliénation. Le sportif est aliéné par ce qu'il produit. Il fait de sa vie une abstraction, et cette abstraction se retourne contre lui, puisqu'il est condamné à sans cesse produire une abstraction supérieure, meilleure, etc. C'est le principe du progrès sportif. En fait, c'est exactement ce que je décrivais là, c'est exactement le système de l'abstraction marchande. Quand on produit une marchandise, quand on produit un certain nombre d'unités en un certain temps, on sait que l'instant d'après, il va falloir produire plus d'unités dans le même temps. C'est le principe du rendement, qui est la catégorie centrale de l'économie capitaliste. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que le sport soit pourri par l'argent. Je pense que le sport, c'est la production industrielle du corps. C'est la manière dont on produit le corps, c'est ce qu'on fait de notre corps dans la société industrielle depuis le XIXe siècle. L'abstraction dans l'économie marchande, c'est quoi une marchandise? C'est un bien, un service qui a une certaine valeur. Et cette valeur est une abstraction. La marchandise, c'est une abstraction de la réalité. Si je produis un bien, la réalité, c'est le travail que je produis. Et l'instant d'après, quand ça devient une marchandise,
ce que j'ai fait devient totalement superflu, ça ne veut plus rien dire. La marchandise, la valeur de la marchandise ne veut plus rien dire du travail que j'ai produit. C'est neutralisé. L'abstraction performance, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'au début, je disais, la performance, elle a son étalon, comme la monnaie a son étalon. Parce que ce sont deux catégories, je crois, absolument identiques, la performance et la marchandise. C'est pour ça que, d'ailleurs, évidemment, on n'a pas développé ça, mais les relations entre l'économie et le sport vont de soi. Elles vont d'elles-mêmes. Elles sont naturelles. C'est pour ça que je ne crois pas que le sport soit perverti par l'argent. Le principe du rendement, le principe de la performance, ce n'est pas l'argent qui amène ça dans le sport. La rationalisation du corps, ce n'est pas l'argent qui amène ça dans le sport. À un moment donné, l'argent est un accélérateur. Oui, à un moment donné, l'argent est un accélérateur. Et ce qui explique pourquoi, dans les sports où il y a beaucoup d'argent, effectivement, ou dans les sports très spectacularisés, on peut avoir un accélérateur de la production de performance, hein, parce qu'un accélérateur du nombre de compétitions, etc., etc. Donc, effectivement, peut-être une intensification de l'annihilation, mais je n'en suis pas sûr. Dialectiquement, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit, le sport est un accélérateur de l'économie capitaliste. On pourrait tout aussi bien dire, est-ce que ce n'est pas le sport qui pourrit l'économie? Quand je décrivais ce que je décrivais tout à l'heure sur les systèmes mafieux, parce qu'en fait ce sont de véritables systèmes mafieux. Les systèmes mafieux qui régissent l'organisation des grandes compétitions sportives. On sait depuis longtemps, c'est montré, c'est écrit dans plusieurs bouquins, qu'à chaque fois qu'il y a l'organisation de compétitions sportives, il y a des cadeaux en sous-main, il y a des valises d'argent qui circulent, etc. On sait qu'aujourd'hui, j'ai lu ça quelque part, j'ai peur de le répéter tellement ça me paraît fou, mais à Sochi, quand on fabrique 1 km d'autoroute, ça coûte 140 millions de dollars. C'est évidemment pas le prix d'un kilomètre d'autoroute. Alors pourquoi ça coûterait si cher? Ben, ça coûte si cher parce que c'est une manière d'enrichir des mafieux. C'est un système mafieux. Évidemment, ça ne coûte pas 140 millions de dollars de fabriquer 1 kilomètre d'autoroute. Simplement, on peut signer un contrat dans lequel on dit qu'on va vendre tant de kilomètres d'autoroute à telle entreprise, des fois qui n'existe pas. Il y a plein d'entreprises bidons, il y a plein d'entreprises écrans, en fait, à qui on va, ce sont des entreprises fictives, mais avec lesquelles on contracte. Qui est derrière ces entreprises fictives? La plupart du temps, elles ont leur existence sociale dans des paradis, dans des îles offshore. C'est écrit, hein, c'est montré, quoi. Donc, de ce point de vue-là, le sport est un accélérateur de cette économie capitaliste, en fait, parce que c'est quand même de l'économie capitaliste dont on parle. Donc non, je ne pense pas que le sport soit perverti par l'argent. Je pense que l'argent peut accélérer un certain nombre de phénomènes. Et d'ailleurs, si vous allez demain ou la semaine prochaine, on parlait tout à l'heure de la violence, de ces phénomènes identitaires, par exemple, de cette irrationalité, du lien social qu'il y a autour. C'est pas l'argent qui crée ça. Ça peut servir, hein, effectivement, quand on a un grand renfort de communication, etc. On communique, on fait des grandes affiches, tous avec l'équipe de France, on voit ça, effectivement, là, on peut se dire que l'argent, les médias, ça accélère un phénomène. Mais si demain, vous allez sur un petit stade de foot, là, dans la campagne, voir un match du dimanche après-midi, du plus bas niveau départemental, etc. Les phénomènes identitaires dont on parlait tout à l'heure, ils existent. Les petites revendications de clocher, ils existent. Dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle petite équipe, à n'importe quel niveau, vous avez des luttes concurrentielles entre les partenaires. On fait croire que l'équipe, c'est un lieu où il n'y a pas de conflit, tout le monde est dans le même bateau pour aller vers le même but et tout. Mon œil, il n'y a pas un entraînement où il n'y a pas des conflits entre les partenaires. De toute façon, c'est ça qui les fait progresser. Ça, c'est pas l'argent. Il n'y a pas un centime là-dedans. Il n'y a pas un centime. Par contre, quels sont les ressorts qui sont mobilisés?
sont peut-être les mêmes ressorts c'est peut-être les mêmes fins que l'on poursuit dans le capitalisme. C'est vrai que le capitalisme en soi, l'argent en soi, c'est rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi on court après? Pourquoi il faut augmenter le profit, etc. Parce que le profit est transformé en pouvoir, en domination politique. C'est ces choses-là qu'on retrouve dans n'importe quelle équipée sportive. La question de la domination. Dominer l'autre. La petite différence, c'est que dans le sport, la domination, c'est normal. On est là pour ça. Et l'argent, ça ne pervertit pas le sport. Il y a une petite chose qu'on oublie souvent, c'est que les Jeux Olympiques, notamment, dès la fin du XIXe siècle, ils existent en même temps qu'un autre grand événement, un autre grand marqueur du progrès, un autre grand événement où l'Occident se pavane dans sa supériorité, c'est les expositions coloniales et les expositions universelles. Au point de départ, les Jeux Olympiques ont lieu au même moment. Ça fait partie en fait de l'exposition coloniale ou de l'exposition universelle. C'est pas inintéressant. D'ailleurs, en 1900, on dit souvent qu'en 1900, il y a eu des Jeux Olympiques à Paris. En réalité, en 1900, il n'y a pas eu de Jeux Olympiques à Paris. En 1900, il y a eu une exposition coloniale ou universelle, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Universelle, oui. Une exposition universelle. Et dans le cadre de cette exposition universelle, il y a eu un grand concours d'exercices physiques. Ce n'est que l'année d'après que Coubertin et ses amis du CIO ont décidé de requalifier ces exercices, ces grands concours d'exercices physiques, Jeux Olympiques, parce que ça avait été quand même un grand succès. Et donc, à la postérité, c'est passé comme en 1900, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Non, c'est le grand concours d'exercices physiques, etc., qui était organisé en même temps que l'exposition universelle. En 1904, à Saint-Louis, il y a une exposition, alors là pareil, je ne sais plus si colonial universel, disons universel, pour ne pas faire de faux procès. Tout ça est bien expliqué dans le livre collectif dirigé par Nicolas Bansal qui s'appelle Zoo humain. Zoo humain, c'est vraiment un livre très intéressant qui parle de toutes ces expositions coloniales, ces expositions universelles, qui sont l'apogée du complexe de supériorité de la civilisation occidentale. Quelque part, je ne suis pas sûr que ça ne continue pas. En 1904, il y a cette exposition où on fait venir quand même, on fait venir des colonies de l'autre bout du monde, des aborigènes que l'on parque. On fait venir, on montre si on n'a pas fait venir des Inuits qu'on a parqués dans des frigos, dans des trucs complètement hallucinants, mais qui, en même temps, qui préfigurent tout ce qui va pouvoir se passer au XXe siècle, quand même, en termes d'impérialisme, de destruction de l'autre, de réification de toute forme d'altérité, etc. Et bien en 1904, on organise des Jeux anthropologiques en parallèle des Jeux olympiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir au cours des Jeux anthropologiques? On peut voir des nègres s'adonner à des pratiques physiques. En fait, ils sont ridiculisés dans le stade. Pour montrer à l'époque, le sport, ça sert à montrer la supériorité de l'homme blanc. À l'époque, le sport est aussi réservé à une certaine classe de la population, à la bourgeoisie, aux aristocrates et à la bourgeoisie. Ce n'est que Coubertin, au point de départ, était absolument contre le fait que les ouvriers puissent s'adonner au sport, de même que les femmes d'ailleurs. Alors, vous allez me demander après si c'est un progrès, que les femmes et les ouvriers puissent s'adonner au sport. Ce sera peut-être une autre question. Sport. Moi, je pense que le positif... Est-ce que tu penses qu'il y en a? Non. Tu parles du lien social, de la convivialité, etc. Moi, je parle du moment sportif. Je parle du sport, je parle du moment sportif, je parle du moment de la production. Parce que, évidemment, que dans le cadre d'une pratique, on peut rencontrer des gens. Juste pour moi, cet après-midi, j'étais grimpé, j'ai rencontré Greta, elle m'a dit qu'il y avait cette conférence ce soir, je suis venu pour ça, je n'aurais pas venu ici. Oui. Parce que je ne savais pas qu'elle existait.
Non, mais effectivement, moi je parle du moment sportif. C'est le moment sportif qui m'intéresse. Effectivement, quand on va au club, je dis pas qu'on rencontre du monde, on peut se faire des amis, on peut se faire une fiancée, on peut se faire une femme, on peut trouver son épouse, voilà. Évidemment, oui. Pas dans le moment sportif. Pas dans le moment sportif. Évidemment que là où on se rencontre, on va aller après manger ensemble, etc. On va faire des rencontres. Évidemment. Mais pas dans le moment sportif. Pas d'accord. Pas dans le moment de la production. Mais, Tu parlais tout à l'heure des enfants qui vont faire du sport une après-midi. Je vais raconter une anecdote qui justement ne concerne pas du tout le haut niveau, qui concerne des mômes de CM2 qui vont faire une rencontre sportive. Parce que, voilà, avec l'UCEP, on a une autre idée du sport et on fait des rencontres sportives. Et ce jour-là, donc c'était les enfants de ma classe, je ne pouvais pas les accompagner parce que j'étais absent. Donc, ils sont allés à la rencontre sportive, c'était sport collectif. Hein, donc on s'était entraîné pour faire sport collectif et puis on rencontrait les autres écoles. Le lendemain, quand je suis revenu à l'école, j'ai dit, bon alors, comment se sont passées les rencontres sportives? On a gagné. Ok, super. Et quoi d'autre? Oui, ils m'ont parlé, et ils étaient intarissables, ils m'ont parlé que de guéguerre, quoi. Que de guéguerre avec les autres écoles, avec les autres classes des autres écoles. Moi je me dis, tiens, en rencontre sportive, il y a rencontre. Est-ce que vous avez fait les rencontres? Est-ce que vous avez rencontré d'autres élèves que vous ne connaissiez pas avant? Est-ce que vous avez échangé avec eux? Non, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu parce que c'est le but de faire en sorte que ça soit pas juste une compétition d'affrontement. Mais les adultes ne sont absolument pas les garants de la raison. Ah ben, je suis d'accord. Les adultes sont les premiers crétins sur les touches. À ce moment-là, on fait rien, on les emmène nulle part. Mais si, justement, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on veut faire quelque chose de convivial, dès qu'on veut créer du lien social, dès qu'on veut faire une rencontre, ça ne peut passer que par le sport. Mais non. Non, je suis d'accord. Mais non. C'est pas que le sport, mais ça peut être... Et à mon sens, le gros problème du sport, c'est qu'on ne construit rien, on ne construit aucun projet ensemble. On ne construit pas de projet, puisque le projet est déjà écrit. Allez, on va faire le cross de l'UCEP. Ok, on fait le cross de l'UCEP. On va courir. Les mômes font le cross de l'UCEP. Les instituts sont super contents. Ah, qu'est-ce que c'est bon le cross de l'UCEP. On s'est rencontrés, on était 300 à courir là, et on a passé une journée, c'était sympa. Ok, ils ont couru 5 minutes pour les meilleurs, ils ont couru une demi-heure pour les moins bons, on a utilisé un quart, etc. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on a découvert? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument courir quand on veut se rencontrer? On court parce qu'on n'a rien à se dire, et que quand on décide de courir, on n'a pas besoin d'inventer des choses qu'on pourrait faire ensemble, puisque c'est déjà inventé. Ah mais je ne suis pas extrême, je suis radical. Mon objectif, ce que j'essaie de faire dans cette compréhension-là, c'est d'aller à la racine du phénomène. Alors effectivement, un phénomène, quel qu'il soit, il est hétérogène. Il est hétérogène, il a des développements multiples, historiquement il est hétérogène, mais si on veut comprendre un phénomène, à un moment donné, il faut essayer d'en comprendre la racine. Et moi je pense que la racine du sport, c'est la compétition. Et que la compétition, elle est partout. Que le sport, il est partout. Qu'il y a une sportivisation de l'espace, une sportivisation du temps, une sportivisation des comportements, et qu'on ne s'en sort pas. Et qu'on pense que ça, que c'est la matrice du progrès. Et je crois que c'est la matrice du regret. La plupart des choses qu'on fait sur Terre n'ont pas beaucoup de sens. Enfin, tu vois, on peut s'en donner. Et ça c'est le message le plus pessimiste qu'on puisse avoir. Ouais, mais je suis assez pessimiste. En fait, ma langue a fourché. C'est le message le plus optimiste qu'on puisse avoir. Parce que quand on pense que la plupart des choses qu'on fait n'ont aucun sens, ça veut dire qu'on a une grande marge de progrès pour rentrer dans l'humanité. Je suis d'accord, mais je pense que... Parce que tant qu'on passe son temps à courir, sans savoir pourquoi, effectivement, on va pas loin. Ouais, mais regarder la télé... Oui. Vivre par procuration, effectivement.
la question effectivement du sens, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que précisément, l'institution sportive propose pas de sens. Elle propose une action qui nous permet de faire l'économie du sens. Ce que propose l'institution sportive, c'est de faire l'économie du sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une fantasmagorie. C'est une construction fantasmagorique. On produit une image et un fantasme qui rend positif, qui rend acceptable, qui rend légitime le fond de l'affaire, qui ne le serait pas nécessairement. C'est-à-dire, le sport, cette fantasmagorie, ça rend légitime la compétition, la lutte de tous contre tous. Pour moi, c'est ça le fond de l'affaire. Et en ça, c'est une fantasmagorie, c'est une construction fantasmagorique. Alors, elle est construite comment, cette fantasmagorie? Donc ça, c'est le fond de l'affaire. C'est vraiment le sport, c'est la compétition, la performance. Voilà. Et après, comment est-ce qu'on rend ça légitime? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Par l'idéologie. L'idéologie, par exemple, alors, ça varie au cours du temps. Ça va être que, effectivement, le lien social. Ça crée du lien social. Oui, mais il y a plein d'autres endroits où on crée du lien social, où le lien social est créé en rapport avec une finalité que l'on élabore en même temps que l'on est en lien social. Rien à voir avec le lien social que l'on crée quand on fait du sport, puisque là, le sens ne mérite même pas d'être interrogé. Après, quand on dit... je pense que les coureurs d'ultra, trail, comme les sportifs en général, qui consacrent une grande partie de leur temps et de leur vie à cette production-là, je pense qu'ils cherchent aussi une reconnaissance. Une reconnaissance qui a un sens socialement. Et alors là, je n'ai pas dit que ça n'avait pas de sens socialement. Ça a un sens socialement que de produire des performances. C'est même très valorisé. C'est même très valorisé. Là, cet après-midi, on est allé se promener dans Chamonix. J'étais assez surpris de voir qu'il y avait plein de personnes qui arboraient des t-shirts et même des gourdes. 2 gourdes de chaque côté. Bon, j'étais surpris parce qu'a priori, il n'y avait pas de départ ce soir. C'était comme si la course pouvait partir à n'importe quel moment. Alors, effectivement, il y a un petit côté ridicule, mais en même temps, ça veut dire qu'on se permet ça, on s'autorise ça dans la ville. Drôle manière d'habiter la ville, drôle de manière de découvrir la ville d'ailleurs. On est quand même bien focalisé sur ce qu'on est venu faire. Drôle de manière d'habiter l'espace. On s'autorise ça parce que c'est valorisé socialement et que je suis dans un environnement où ça prend sens. Et ça a un sens positif. Mais c'est pas parce que c'est valorisé socialement et que c'est valorisé par la majorité que c'est la voie de la raison. On est d'accord, mais c'est pas la majorité non plus. Parce que là, il se balade avec des piolets et des concombres, qui n'aura jamais en montagne. Mais il y en a, quand on voit, même dans le très haut niveau, il y avait Marco Lumo, tu le vois, tu as envie de lui donner la main pour l'aider à traverser la route. Parce que c'est un petit vieux, il a des chaussettes Carrefour. C'est pas tous non plus. Non, mais il a... D'accord, j'ai pas dit que c'était tout le monde. J'ai vu quelque chose. Et ce que je veux dire, c'est que c'est valorisé socialement, donc on s'autorise des choses. Maintenant, pour revenir et pour faire une digression sur la question du sens, on peut passer sa vie à chercher du sens, oui, à donner du sens. C'est pas interdit. Et ça pourrait aussi être valorisé socialement. Il se trouve que ça l'est beaucoup moins que de produire de la performance, pour lequel le sens est déjà écrit. Et ça questionne. Ça questionne, et c'est précisément la raison pour laquelle l'institution sportive est fondamentalement contre tout ce qui relève de l'intellect. Elle est fondamentalement anti-intellectualiste. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien si on aime l'action. Et je pense, contrairement à ce que tu disais tout de suite, je pense que quand on court, on n'est pas en train de penser au sens de l'action. Parce que si on pense au sens de l'action, comme disait un petit bonhomme que j'aime bien, qui s'appelle Jacques Ardoineau, qui avait beaucoup écrit sur la critique du sport aussi, il disait une phrase très juste: si le marathonien commence à penser au sens de son action, il rentre dans le premier troquet.
Alors il y a quelque chose que l'on confond, à mon sens, très souvent avec le sport, parce qu'on met tout ça dans le même bateau, ma foi, ça mange pas de pain, c'est l'art. On dit souvent où est l'art, l'art et le sport, c'est pareil. Mais je pense que c'est fondamentalement différent. Sur ce point précisément, on pourrait dire la culture aussi, qui est encore plus large que l'art, parce que dans la culture, il y a tout ce qui permet de reconnaître autrui, tout ce qui permet de reconnaître l'autre, et de se reconnaître en l'autre, comme participant d'une commune humanité, et de mettre du sens derrière ce qu'il y a dans le mot humanité. C'est ça la culture. Donc c'est à la fois la science, c'est à la fois l'éthique, c'est à la fois la spiritualité, c'est à la fois la philosophie, l'ontologie, etc. C'est toutes ces choses-là. Bien, dans l'art, dans la culture, quand on veut faire œuvre d'art ou œuvre de culture, on donne une interprétation du monde. Et on donne une interprétation du monde qui est nécessairement une interprétation critique du monde. Parce que la pensée, c'est la critique. Il n'y a pas de pensée sans critique. Il n'y a pas de critique sans pensée. La pensée, ça passe, c'est quoi la pensée? C'est comment est-ce que je me représente, moi, le monde. Donc ça passe aussi par sa subjectivité, par son esprit critique. Et c'est la grande différence entre l'art, la culture et le sport, c'est que le sport est déjà pensé. Le sport est un pré-pensé. On n'a pas pensé la finalité de l'action. Alors que l'art et la culture, l'artiste ou l'intellectuel ou le scientifique digne de ce nom, il offre une interprétation du monde. Le sportif n'offre pas une interprétation du monde. Le trailer qui vient ici, ou qu'est-ce que vous pourrez prendre comme exemple? Tiens, le surfeur, des fois j'aime bien ça, le surfeur aussi, parce que le surfeur, ça s'est développé, a priori, à la marge des institutions sportives. C'était presque une réaction au sport qu'on faisait dans les fédérations. C'était la nature, sauvage, etc. On échappait à l'institution. Le surf, c'est exactement comme le grand trail, l'ultra trail. C'est institutionnalisé, c'est du business, les entreprises sont là, etc. Et tout le monde aime ça. C'est valorisé, c'est bien le signe de la valorisation. Et c'est devenu un sport comme un autre. Et finalement, en pensant échapper à ce qu'il y a de plus standard, de plus stéréotypé, on reproduit la standardisation et le stéréotype, en produisant de la performance.